Le basket malien catégorie des moins de 18 ans au sommet en Afrique. À Madagascar, nos représentantes viennent de battre celle de l'Égypte en finale par les scores de 86 à 54. Nous sommes samedi 13 août 2022, troisième et dernier jour du deuil national décrété en solidarité avec les victimes des récentes attaques sur le territoire national. La loi est-elle respectée dans son application par les médias et pourquoi? Des questionnements qui seront répondus dans le grand format de ce journal. Également dans ce 20h, gros plan sur certains jeunes émergents dans divers domaines à la faveur de la journée internationale de la jeunesse. Chacun d'eux contribue à l'édification des nouveaux Mali. Nous sommes à une période où la montée des eaux est d'actualité, une période favorable pour ceux qui, à travers les cours d'eau, assurent leur quotidien. Mais il se trouve également que la même période est dangereuse pour eux. Nous verrons le cas de la région de Koulikoro. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Exceptionnellement, nous ouvrons cette édition par la page sport et c'est pour une bonne cause. Le Mali vient de gagner le trophée de l'Afro-Basket 2022 dans la catégorie des moins de 18 ans filles. Et cette page sport, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Foussini Tunkara, et bonsoir tout le monde. Le Mali gagne le trophée chez les moins de 18 ans filles. En finale, le Mali a battu l'Égypte cet après-midi. Le Mali a remporté la médaille d'or en Afro-Basket des moins de 18 ans. Cet après-midi, les Aiglons ont dominé les Égyptiennes 86-54. C'est le 8e trophée glané par le Mali dans cette épreuve. Le Mali donc va partir à la Coupe du Monde des moins de 19 ans, Espagne 2023. Maintenant, suivons le résumé de cette finale Mali-Égypte. C'est avec notre reporter Seragatou Sissi. Samedi de toutes les émotions. Le Mali s'offre l'or à l'Afro-Basket des moins de 18 ans filles sur le sol malgache. La victime s'appelle l'Égypte, terrassée 86-54. Les Aiglons prennent ainsi leur revanche sur les Égyptiennes. C'est la 8e fois dans l'histoire que le Mali remporte cette épreuve. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le Mali domine tous les cartons. 23-15, 38-24, 63-37 et 86-54. Dans cette finale, Maïmouna Haïdara a étalé toute sa classe en inscrivant 22 points, effectuant 12 rebonds, délivrant 4 passes décisives et réussissant 5 interceptions. On appelle ça écraser la concurrence. Les Égyptiennes n'ont vu que du feu. L'équipe du Mali avait annoncé les couleurs dès les matchs de poule en battant tous ses adversaires. Et la finale face à l'Égypte était le match à gagner à tout prix pour honorer le pays. Le score final l'atteste, 86-54, soit 32 points d'écart. Décidés à en finir avec les Égyptiennes, les Maliennes ont appuyé sur le turbo sans relâche. Le Mali ira défendre l'Afrique, cette fois à la Coupe du Monde des moins de 19 ans filles en Espagne en 2023. C'est tout le peuple malien qui salue le beau et retentissant parcours des Aiglons à Madagascar. 8e trophée pour les Aiglons du Mali dans cette épreuve. Le Mali gagne son 4e trophée devant l'Égypte après les finales de 2020, 2016 et 2014. Football, la Coupe ORTM, la dernière journée des phases de poule a démarré aujourd'hui dans le groupe A. L'équipe de Kati a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe ORTM en ouverture de la 3e journée dans la poule A. Cet après-midi, la formation de Kati a battu celle de la commune 5 par 2-1. Samba Konaré et Adama Traoré ont favorablement répondu à l'ouverture du score de Sandali Sidibé. Samba Konaré de Kati a été d'ailleurs élu homme du match. Kati file en demi-finale et attend avec impatience son adversaire de la poule B. Le dernier match de la poule A prévoit demain, dimanche, la commune 2 et la commune 4. Le vainqueur de cette confrontation va rejoindre l'équipe de Kati en demi-finale.
Handball, le championnat national de la discipline est en cours ici à Bamako. Et c'est la 4e journée qui a été disputée aujourd'hui. Ce matin donc au stade Modibo Keïta, le Sigui de Caille a battu le Soni de Gao par 36-32 et Andam. Eh bien, l'AS Police a gagné donc devant l'ISFAS par 27-24. À suivre donc le programme demain pour compte de la 5e journée en hommes. Sigui de Caille de vos clubs de Mopti et Andam. Bien sûr, Al-Farouk de Tombouctou, AS Mandé de la commune 4. Signalons que le championnat national de handball a donné son coup d'envoi lundi dernier et la compétition prendra fin le 18 août prochain. Merci Abdul Karim Kouba pour ces informations. Merci bien, Foussani Tunkara. Aujourd'hui, 3e et dernier jour du deuil national décrété cette semaine en solidarité avec les victimes des récentes attaques sur le territoire national. Signe distinctif, le drapeau national en berne, l'annulation des spectacles, l'allègement des programmes de divertissement radio et télé. La loi est-elle respectée dans son application et pourquoi? Nous allons tenter d'apporter des réponses à ces questions avec Souri Ibrahima Keïta. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mali est en deuil. 3 jours sont décrétés par le chef de l'État. Les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Territoire national, vous avez dit. Eh bien, de façon à peine parcébée ou avec quelques inconditionnels en tout cas, selon les constats les plus optimistes. Beaucoup d'invités donc, quelques tondus. Cependant, pas n'importe quel tondu, il est vrai et fort heureusement, car l'ORTM qui couvre environ 80% démographiques et territoriaux du pays l'observe strictement. Qu'en est-il des autres obligés ou supposés tels? Le deuil national, période que la nation décrète pour la reconnaissance de tous les services rendus, le plus grand symbole de la nation, c'est le drapeau national. Et en cette circonstance, les couleurs nationales sont mises en berne. Même les médias, c'est-à-dire audiovisuels, observent les manifestations d'envergure prévues pendant la période sont annulées. Nous sommes un pays des radios de proximité et cette diversité fait que les initiatives deviennent individuelles. Contrairement à ce que peuvent penser certains, un média, bien qu'il soit privé, est investi d'une mission éminemment publique, j'allais dire de service public. À ce titre, pendant les périodes de deuil national, nous faisons appel à notre mission, à notre devoir de se positionner comme étant le creuset de l'unité nationale. C'est pourquoi, bien que notre statut soit privé, nous nous imposons l'observation ou même l'observance de ce deuil national qui est décrété par les plus hautes autorités du pays. En ce qui concerne l'arrêt des émissions récréatives ou des émissions musicales, on constate que majoritairement, beaucoup de radios ou beaucoup de télévisions n'observent pas cet aspect. C'est vrai aussi que la symbolique échappe à beaucoup. Ceci nous amène encore au civisme, si vous voulez, à la connaissance des symboles qui caractérisent la nation. Vous savez, souvent, même quand l'hymne national est chanté, il y en a qui vaguent à leurs occupations, alors que c'est un moment intense que tout le monde doit observer. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une société tellement liberticide, il y en a qui n'ont cure les symboles de la nation. Qu'à cela ne tienne. C'est une question de responsabilité. En imposant ce deuil national, ça peut créer une situation, en tout cas, de résistance. Pour nous, le deuil national, c'est un moment de grande responsabilité. Qui parle de responsabilité parle de la particularité.
c'est à chaque média de se souvenir souvent pendant ces grands moments d'émotion et d'amertume, de se rappeler de ses missions de service public surtout. Malheureusement, on n'a pas expliqué aux citoyens quelle est la signification de ces symboles pour qu'ils les comprennent et qu'ils l'intègrent. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice ultime que celui de la vie. L'appel que nous avons à leur lancer, quand une telle décision est prise sur l'ensemble du territoire national, les médias doivent se conformer à ces moments de douleur qu'une nation a. C'est respecté, mais je pense qu'il faut que la manière de respecter soit uniforme. Les structures de la régulation des médias ont-elles jamais fouiné dans la grande poubelle de de la non-application d'une loi qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, roule non pas à deux, mais à plusieurs vitesses dans la même République? Qui a dit qu'il faut qu'un pouvoir arrête un pouvoir? Lors de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 3 juillet 2022 à Accra au Ghana, les sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali ont été levées. Le ministre de l'Économie et des Finances informe les investisseurs et les partenaires techniques et financiers que l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée. Les commentaires de Garibou Pérou. Durant les 6 mois de sanctions, le Mali n'a pas pu régler les services de sa dette. À la levée des dites sanctions, l'État du Mali a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées. Aussi, l'État du Mali a l'honneur d'informer les investisseurs et les partenaires techniques et financiers que l'intégralité des impayés de la dette du Mali a été réglée. En effet, dès la levée des sanctions, le Trésor public a procédé à l'appurement des impayés sur la dette extérieure pour environ 85,1 milliards de francs CFA. La dette de marché émise par syndication pour un montant de 66 milliards de francs CFA. Une partie de la dette de marché émise par adjudication pour un montant de 65 milliards de francs CFA. L'émission spéciale de bons et d'obligations du Trésor, organisée le 9 août 2022, a également permis de régler les reliquats des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de francs CFA. En outre, des intérêts de retard ont été payés aux investisseurs sur les impayés de la dette de marché pour un montant de 6,65 milliards de francs CFA, dont 5,48 milliards de francs CFA pour la dette par adjudication et 1,17 milliard de francs CFA pour la dette par syndication. Le ministre de l'Économie et des Finances regrette les préjudices subis par les investisseurs et les partenaires techniques et financiers à cause des impayés. Il leur adresse ses sincères remerciements pour la bonne compréhension et la confiance renouvelée. Enfin, l'État du Mali remercie les investisseurs pour leur participation à la réussite de l'émission spéciale du mardi 9 août 2022 et se réjouit de leur accompagnement constant pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali. Fin des travaux de l'atelier de haut niveau sur les priorités stratégiques d'urgence sanitaire nationale et autres événements de santé publique. Au bout de 3 jours, les participants ont élaboré un document de base. La cérémonie de clôture a enregistré la présence de Hassan Badialo Touré, conseillère spéciale du président de la transition, Nchata Koulibaly. Le Mali a connu ces dernières années des maladies émergentes, des catastrophes et autres urgences de santé publique. C'est pour prévenir d'éventuels cas que cette session a été initiée. Elle a bénéficié de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Nous avons eu à faire plusieurs recommandations fortes, notamment dans le domaine de l'enforcement des cordons sanitaires où on doit avoir aujourd'hui du personnel permanent. Dans le domaine du laboratoire qui est un élément clé en matière de diagnostic et de dépistage des cas, c'est vraiment d'aller vers la création d'une direction de laboratoire. Reconnaître que des progrès ont été réalisés, mais que des défis demeurent en termes de prévention et détection et de réponse aux épidémies. C'est lieu pour moi de féliciter l'ensemble des participants
de réitérer l'engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner le ministre dans le combat contre les maladies émergentes et réémergentes. Les menaces pour la santé publique nécessitent une riposte coordonnée et concertée. C'est pourquoi le Mali, à l'instar des autres pays, a mis en place la plateforme Une seule santé, en anglais One Health. La santé des populations est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités de ce pays. Nous allons tout mettre en œuvre pour que le dispositif qui existe actuellement, qui nous accorde certaines facilités aussi, puisse être appliqué convenablement. La rencontre avait pour but de déterminer les priorités stratégiques nationales pour améliorer la gestion d'urgences sanitaires et autres événements de santé publique. Visite du directeur général de l'hôpital central des armées algériennes dans les structures sanitaires des FAMA. La visite s'inscrit dans le cadre des possibilités d'assistance et de coopération pour l'édification de l'hôpital militaire d'instruction des FAMA. Elle permet en outre de renforcer la relation séculaire entre nos deux pays. Valentin Roger Diallo. Renforcement de la coopération bilatérale entre les armées maliennes et algériennes en matière sanitaire. Cette visite du général-major Ourad El Moutassir, directeur général de l'hôpital central des armées algériennes et sa délégation doit permettre d'envisager des possibilités d'assistance et de coopération pour la construction de l'hôpital militaire d'instruction des FAMA. Un appui au service de santé des armées en matière de coopération est aussi dans les projets. La délégation a ainsi visité la direction centrale du service de santé des armées, l'unité psychiatrique de la polyclinique des armées de Kati et autres structures sanitaires militaires. L'Algérie nous a toujours appuyés. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus pour renforcer les liens, renforcer la coopération. De voir dans quelle mesure l'Algérie va appuyer le service santé des armées en matière de formation des médecins, formation de spécialisation des médecins, formation du personnel paramédical et aussi l'appui en équipement pour pouvoir aussi nous ressourcer et surtout améliorer les conditions de travail pour pouvoir mieux être là pour les populations civiles et militaires. Cette visite est également un partage d'expérience entre Maliens et Algériens en matière sanitaire, toute chose qui contribue à améliorer davantage la fourniture sanitaire à la population. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré de nouveaux cas positifs sur 607 tests réalisés, 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 7 patients sont sous traitement. Bientôt, un document de stratégie pour informer les acteurs de l'économie sur les avantages multiformes de la zone libre-échange continentale africaine. Le dit document vient d'être amendé à l'issue d'une session de 2 jours tenue ici à Bamako. Batraoui. 2 jours de travaux pour doter le Mali d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine ZLECA. Les experts maliens des exportations et leurs partenaires apportent leur touche au projet de document stratégique. Les ministres africains ont instruit à chaque État de se doter d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Donc la stratégie doit permettre au pays d'explorer ses atouts et d'atténuer vraiment ses faiblesses pour pouvoir vraiment maximiser tous les gains de ce marché unique africain. Donc durant ces 2 jours de travaux, il était question d'élaborer justement un plan d'action prioritaire qui va être adossé à la stratégie. Et comme vous l'avez constaté, donc c'était non seulement par rapport à la diversification, mais c'était également par rapport aux réformes institutionnelles également, donc qui ont été abordées. C'est désormais une phase décisive de franchie dans le domaine des exportations commerciales au Mali. L'adoption de ce document par cet atelier est une étape cruciale pour doter notre pays d'une stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf afin de lui permettre de tirer le maximum de bénéfices économiques et sociaux. Je voudrais adresser nos remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Le document amendé à l'issue de cette session sera transmis au département de tutelle pour validation.
Cette nouvelle, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le Conseil régional de la jeunesse de Ségou a décerné hier une attestation de reconnaissance à la directrice de la station régionale ORTM Ségou, une récompense en guise d'encouragement à notre conseiller journaliste Ramata Konaté pour ses efforts en faveur des jeunes de la région de Ségou. Une reconnaissance obtenue grâce au travail collectif abattu par l'ensemble des agents de la station régionale de Ségou. Le gouverneur de la région, contrôleur général Alassane Traoré, en remettant cette attestation, n'a pas manqué de féliciter et d'exhorter la directrice et son équipe à continuer dans cette lancée pour le développement de la région en général et l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse en particulier. La cérémonie de remise a eu lieu au cours du lancement des activités complémentaires du projet DIC. 50e session du conseil d'administration de l'Office du Niger. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné les rapports financiers et de gestion au titre de 2021. Kandesila. Le rapport de gestion présenté au cours de cette 50e session du conseil d'administration de l'Office du Niger fait ressortir l'ensemble des objectifs assignés au titre de 2021. L'année 2021, à cheval entre la contre-saison 2020-2021 et la saison d'hivernage 2021-2022, a été fortement marquée par l'insécurité qui demeure la difficulté majeure de la zone Office du Niger. Cette année a été également marquée par l'insuffisance des quantités d'engrais subventionnés avec un taux global de couverture des besoins de l'ordre de 36,80%. Ainsi, pour minimiser l'impact de cette crise sécuritaire, l'Office du Niger a consenti des efforts à travers un dégrèvement spécial de 12 764 hectares sur le paiement de la redevance eau pour un manque à gagner de plus de 835 millions de francs CFA. Pour la campagne en cours, les objectifs de production se chiffrent à plus de 905 000 tonnes de riz paddy et 410 000 tonnes de produits maraîchers. L'atteinte de ces objectifs dépendra dans une large mesure de l'évolution du contexte sécuritaire, de la réalisation des aménagements prévus et aussi de la mise à la disposition des exploitants à temps opportun des engrais subventionnés. Toutefois, la présence des forces de défense et de sécurité rassure davantage. Il faut cependant noter la présence effective des forces armées et de sécurité du Mali dans toutes les zones de production ayant permis le démarrage effectif des opérations de culture en saison riz. Les projets portant sur le cadre organique et sur le plan de carrière des travailleurs de l'Office du Niger également présentés aux administrateurs traduisent à suffisance la volonté de la direction générale d'impulser une nouvelle dynamique à la structure, conformément à sa vision primaire de faire de l'Office l'outil de souveraineté alimentaire du Mali. Autre conseil d'administration, celui des aéroports du Mali, 65e du genre, c'est la 3e région qui abrite les travaux. Cette session délocalisée évalue les activités du premier semestre 2022 et examine le tableau de suivi des recommandations et résolutions. Moustapha Doumbia. La visite de l'aéroport d'Ignanga de Sigasso est l'un des aspects clés de cette 65e session du conseil d'administration des aéroports du Mali. Une visite qui a permis aux administrateurs d'échanger avec les responsables de l'aéroport et de visiter les différents segments de cette structure. Il s'agit entre autres des bureaux, de la tour de contrôle, des sources d'alimentation en eau et électricité et des services de sécurité. Le conseil d'administration délocalisé nous permet, avec les administrateurs, vraiment d'aller voir aussi l'état des autres aéroports. La visite aussi, elle leur a permis aussi vraiment de voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer dans cet aéroport qui est aujourd'hui un aéroport quand même qui est dans une position stratégique. On a 3 frontières, la Côte d'Ivoire, la Guinée et puis le Burkina Faso. En prélude à la visite, la session à mi-parcours a examiné les tableaux de suivi des recommandations et résolutions ainsi que les rapports d'activité du premier semestre 2022. On retient qu'à la date du 30 juin 2022, l'aéroport international président Modibo Keïta a enregistré plus de 6 000 mouvements d'avions pour 311 719 passagers. Les aéroports de l'intérieur ont enregistré un peu plus de 30 000 passagers durant le premier semestre. On peut dire que nous rentrons satisfaits
de cette séance de travail. Et la qualité du travail aussi, ça montre à suffisance l'intérêt que les administrateurs portent pour le développement des aéroports du Mali. Selon les PDG des aéroports du Mali, les produits d'exploitation ont connu un taux de réalisation de 49,42% à la fin du premier semestre 2022. Les résultats d'exploitation ont connu un taux de réalisation de 73,34%. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée hier vendredi 12 août. Le Mali a placé cette journée sous le thème en rôle et responsabilité de la jeunesse pour la refondation du Mali. Un choix qui traduit en acte concret la vision du président de la transition pour la jeunesse. En cette occasion, nous avons rapproché les jeunes émergents dans divers domaines. Chacun en sa façon contribue à l'édification d'un nouveau Mali. Awama Kamara. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Cette phrase du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, résonne dans le cœur et les esprits d'une jeunesse consciente, soucieuse du devenir du Mali. Chacun dans son domaine, ce qu'il fait à son niveau, c'est tout cela mis ensemble qui peut constituer un devoir de génération et en tant que jeune qui peut tirer le pays vers le haut. Donc nous nous sommes impliqués très activement en termes de collecte et de traitement de l'information par rapport à des thématiques qui touchent non seulement la jeunesse, mais qui concernent également le pays. Donc en tant que jeune, ça ne peut être que notre partition. C'est donc à juste titre que les autorités de la transition mettent la jeunesse malienne face à ses responsabilités dans le processus de refondation en cette journée de célébration du 12 août. Un choix diversement apprécié par la couche juvénile. Ce jeune talentueux, doté d'un réel don pour la musique, passe son temps à conscientiser ses pairs, car selon lui, la jeunesse est au cœur du développement. On ne peut pas refonder sans la jeunesse. La jeunesse, pour moi, a une place capitale dans le développement de la nation. Et surtout le cas du Mali. Il faut que la jeunesse se dise que Dieu ne va pas venir du ciel pour venir nous sauver. Il n'y aura pas une baguette magique. À l'image de Milmo Sahel, ces jeunes évoluent dans divers domaines. Les médias, la technologie, la musique, le sport et même les leaders politiques. Chacun contribue en sa façon à redorer l'image du Mali. Depuis Spartak Subotica en Serbie, Moussa Kone, voleur, est au service du Mali. Ce qui me concerne en tant que sportif, c'est essayer de me focaliser sur l'entraînement et essayer d'amener le flambeau du pays le plus haut possible et essayer de faire rêver les jeunes. À l'image de Moussa, cette dame que nous avons rencontrée joue également sa partition dans la refondation du Mali. Leader d'association, elle incite les filles à embrasser le domaine des TIC. Le moment est vraiment opportun et c'est l'occasion pour nous jeunes en fait de travailler encore mieux, de cultiver l'excellence et surtout aussi de travailler pour la cohésion sociale en partageant les bonnes informations et non en contribuant à la désinformation comme nous pouvons le voir par exemple sur les réseaux sociaux. Dans la cité des 333 saints, ces jeunes apportent également leur pierre à l'édifice. La jeunesse du Mali, dans son ensemble, particulièrement celle de Tombouctou, a un très grand rôle. D'abord, par rapport aux axes d'intervention, sur nos axes prioritaires de la transition, que la jeunesse doit se les approprier et les vulgariser auprès des communautés pour que chaque Malien et Malienne, notamment la jeunesse dans son ensemble, y compris les jeunes filles, puissent comprendre ce que l'État, aujourd'hui les autorités de la transition, entendent faire et entendent réaliser dans le cadre de cette refondation. Moi, je dirais également que la jeunesse a un rôle de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui parlent de tout et de rien. À la question de savoir si les jeunes que nous avons rencontrés se reconnaissent dans les actions du président de la transition, chacun a sa petite idée soutenue par des suggestions. Depuis son arrivée, on voit beaucoup de changements et je pense que c'est quelque chose de très bien pour nous, quelque chose qu'il faut saisir, il faut au moins s'essayer. Si ça ne marche pas, voilà. Comme lui-même il a dit, si lui il échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. Donc on pense que voilà, nous ce qu'on peut faire,
c'est essayer de le soutenir, essayer de l'aider le mieux que possible. Le président Assimi le répète également que s'il échoue, la jeunesse échoue. Ça veut dire que la jeunesse n'est pas indifférente. À leur niveau, ils ont vu un certain nombre de choses. C'est sûr qu'à ce moment-là, si on avait du vecteur aérien, le terrorisme ne se serait pas installé. Et il y a cette prise de conscience au niveau du leadership. Et pourquoi pas au niveau de la base, c'est-à-dire que les jeunes au niveau des quartiers également, qui puissent également s'engager, chacun dans son domaine, pour accompagner ce qui est en train d'être fait au niveau du sommet. La volonté politique y est et chacun doit jouer sa partition pour être au rendez-vous de l'histoire. Le programme Jeunesse et Stabilisation appuie l'État dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Il vient en effet de financer 77 micro-projets. Il s'agit à travers ces financements de faire des jeunes de fervents artisans de cohésion sociale et de la paix. Idrissa Keïta. Suite à l'appel à candidature pour la sélection des initiatives dans le domaine de la citoyenneté et de l'éveil socio-éducatif, 44 micro-projets des régions de Bandiagara, Douanza et Mopti sont retenus. Les bénéficiaires de ces projets reçoivent des mails des autorités régionales et des responsables de projets, programme Jeunesse et Stabilisation, un chèque géant de plus de 238 millions de francs CFA. Pour marquer la mise en œuvre de ces projets, une cérémonie de signature de convention est organisée. Sur 387 initiatives de micro-projets reçues dans l'ensemble des 5 régions, 77 initiatives ont été retenues, dont 22 à Mopti, 16 à Bandiagara, 6 à Douanza. Ce résultat est le fruit d'une sélection rigoureuse du cabinet et de la validation du projet. Nous espérons que ces initiatives sportives, culturelles, éducatives des jeunes seront de véritables leviers de prévention de l'extrémisme violent et de mobilisation en faveur de vivre ensemble et de la cohésion sociale. Les différents intervenants ont salué cette initiative du projet à travers l'Union européenne et la VIZ qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Chers jeunes, œuvrez inlassablement pour le retour de la paix, du vivre ensemble et d'une cohésion sociale durable. Vous disposez donc aujourd'hui des moyens nécessaires pour être des véritables vecteurs de changement. Et le représentant du gouverneur d'inviter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse du fonds mis à leur disposition. Cérémonie de remise symbolique d'insignes des certificats aux chefs de village et de quartier de la région de Koutiala, couplée à la remise de véhicules au cabinet du gouverneur. Occasion pour eux de saluer la volonté des plus hautes autorités de revaloriser les autorités coutumières. Brima Kone. Le chef de l'exécutif régional de Koutiala remet symboliquement des insignes et des attestations aux 12 chefs de quartier de la capitale de l'Or-Blanc et procède à la restitution d'une réunion des gouverneurs avec le président de la transition. Notre première préoccupation, c'était notre cité administrative. On a eu gain de cause à ce niveau. La réhabilitation également d'un théâtre, on a eu aussi ce financement. Le stade sera réhabilité et un pont pour faire la route de contournement également. Et les financements seront étalés sur 3 ans. On a également parlé de la route qui va nous amener directement à Fana en passant par Kosegala, mais une route à péage. Les récipiendaires ont salué la clairvoyance des pouvoirs publics. Satisfaction totale. Le président de la transition a tenu sa promesse. On est très fiers de lui et qu'on lui souhaite bonne chance. Le président a fait un grand pas dans la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est une marque de reconnaissance aussi pour service rendu à la nation, le fait de donner des macarons, des drapeaux et des diplômes de reconnaissance aux chefs de village. La remise au conseiller aux affaires juridiques et au directeur de cabinet du gouverneur de 2 véhicules financés sur budget national est perçue comme un pas important du processus de dotation de la région en outils de travail. Au-delà du gouverneur, je voudrais aussi remercier l'ensemble du gouvernement et remercier le président de la transition qui, malgré les difficultés budgétaires, ont consenti ses efforts pour doter les cabinets du gouverneur de la région de Koutiala de ces 2 véhicules. C'est des véhicules qui seront là pour effectivement dynamiser notre activité. Et ensuite, c'est des véhicules qui seront représentatifs de la volonté de nos plus hautes autorités aussi
de mettre tout le monde dans les conditions de travail seulement en fonction des possibilités qui existent. Le gouverneur de la région de Koutiala a invité les chefs de village, quartiers et fractions à s'inscrire dans la voie du progrès des populations. 1 minute de silence a été observée à la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Nous arrivons au grand format de ce journal. Je vous le disais au début également de cette édition, nous sommes à une période où la montée des eaux est d'actualité, une période favorable pour ceux qui, à travers les cours d'eau, assurent leur quotidien. Mais il se trouve également que la même période est dangereuse pour eux. Le bulletin hydrologique Décader, à la date du 25 juillet 2022 pour la région de Koulikoro, indique une hauteur journalière de 204 mm contre 198 mm enregistrés l'an dernier pendant la même période. Djemba Moussa Konaté. Mama Konaté est un exploitant de matériaux de construction à Koulikoro. Cet ancien élève coranique a quitté Kona depuis le début de la crise sécuritaire que connaît le Mali. Il est venu à Koulikoro pour se reconvertir en exploitant de matériaux de construction. Pour la conduite de la pirogue avec laquelle il extrait et transporte le sable et le gravier, aucune mesure de sécurité n'est respectée. Mama Konaté n'est pas le seul dans cette situation sur les quais du fleuve Niger à Koulikoro. Maintenant, on va là, ni à Alataï. Et bien, c'est Gadlanka. Nous sommes conscients du danger que nous encourons sur le fleuve, surtout en cette période hivernale. Les mesures de protection peuvent atténuer les risques d'un accident sur le fleuve. Nous le savons. Nous savons également que la mort peut nous surprendre à tout moment. La plupart des exploitants foulent aux pieds le code fluvial malgré les nombreuses sensibilisations faites en la matière pour minimiser les accidents sur le fleuve. Nous avons aussi au départ prévu des chambres à air pour chaque pirogue. Mais vous savez, c'est un monde analphabète et ils n'ont pas bien compris cette disposition prise. C'était pour le sauvetage. Donc ils n'ont pas adhéré à la dynamique et chaque fois ils rejetaient les chambres à air ou bien ils les crevaient. Après, nous avons même bâti un poteau de 12 mètres pour planter, n'est-ce pas, quelque part vers le milieu du fleuve, afin qu'ils puissent s'accrocher en cas d'orage. Mais là aussi, ils n'ont pas voulu. Il y a plus de 5 ans, le poteau est dans le lit du fleuve. Mais quand les travailleurs s'entêtent à venir sous la pluie, maintenant nous leur sanctionnons pour que ça ne se répète pas. La sanction, n'est-ce pas, prévue à cet effet, c'est de saisir le contenu de l'embarcation là. Et puis, on verse la valeur dans la caisse du syndicat Innoria. C'est suite au chavirement de Koubi dans la région de Mopti dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013 que le département en charge des transports a décidé de mettre un accent particulier sur la sécurisation des embarcations. Parmi ces actions de sécurisation des embarcations, il y a les conditions météo. Et dans la plupart des cas, c'est des problèmes liés au vent fort qui font chavirer les pirogues. En plus des conditions météorologiques, il faut vraiment limiter les surcharges au bord de ces embarcations-là. En plus de ça, il y a l'établissement d'une liste des passagers avant l'embarcation. La montée des eaux connaît un niveau supérieur à celui de l'année dernière. Selon le bulletin hydrologique Décader du 25 juillet 2022, l'eau du fleuve Niger a une hauteur journalière de 204 mm. Au niveau de l'ORTM, il y a des émissions à partir du bulletin journalier de la DNH qui donnent des conseils à tenir durant la montée des eaux sur l'ensemble des cours d'eau du pays. Donc il va falloir suivre ces conseils par la population et relayés par l'ORTM au niveau régional pour que la population puisse sensibiliser et être au courant des dangers qu'elle est en train de courir. Il y a les tempêtes qui peuvent surprendre à tout moment. Il y a l'éboulement des bordures des fleuves qu'il va falloir protéger les enfants contre ça. Il y a l'arrivée brusque des courants d'eau. Pour réduire les accidents sur le fleuve, un centre de secours fluvial est opérationnel dans la cité de Méguétan depuis le mois de septembre 2020.
Le fluvial qui est là est chargé non seulement de secourir les victimes, mais mener également des activités de prévention, de sensibilisation à l'endroit de tous ceux qui mènent des activités sur le fleuve. Nous disposons des zodiacs, une vedette, qui sont tous fonctionnels, et puis d'autres équipements matériels de protection individuelle. Les autorités fluviales demandent aux exploitants de respecter les consignes de sécurité édictées par le code fluvial pour leur propre sécurité et pour la sécurité de leurs biens. Malgré toutes ces consignes, si des catastrophes surviennent, telles que des chavirements, des accidents, nous leur demandons d'appeler les numéros d'urgence suivants: 80 00 12 01 21 26 29 77. La saison des pluies est un moment très propice au chavirement de pirogues dans la région de Koulikoro. Pour prévenir et réduire ces accidents qui sont souvent mortels, il est demandé de respecter les conditions météorologiques et d'observer certaines mesures telles le recensement des passagers, le port des gilets de sauvetage, l'observation du franc-bord, des mesures qui concourent à la préservation de la vie humaine. Et c'est bien clair, on doit respecter les consignes données. Après les événements malheureux de Tessit et Koutiala, nous continuons de recevoir des communiqués des partis politiques et associations. Il s'agit du COFOP, de l'ACMED, du Ramata Plus, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, Guina Dogon, le M5 RFP Mali-Croix, les familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé, l'association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, CRI 2002, la chefferie traditionnelle de la coordination des chefs de quartier et villages de Koutiala. Tous condamnent sans réserve ces attaques lâches et barbares contre les forces armées de sécurité. Ils réaffirment leur soutien indéfectible au président de la transition, au gouvernement et à l'armée malienne. Parlons de cette initiative du ministère en charge du tourisme à travers l'Agence pour la promotion du tourisme. Il s'agit de Bamako City Tour. Elle vise à promouvoir le tourisme domestique. Ibrahima Kaoukounate. Promouvoir le tourisme local au Mali, c'est la démarche préconisée à travers Bamako City Tour. Pour les enfants, cette période de vacances est un véritable tremplin pour bien développer le concept. Ce programme pédagogique permet aux enfants d'accéder et de comprendre le rôle et l'importance des sites et monuments touristiques du Mali. Les week-ends, nous organisons des visites guidées sur les sites touristiques du district de Bamako à l'intention du grand public. Aujourd'hui, c'est permettre davantage aux résidents nationaux de découvrir les sites touristiques du district de Bamako. Donc ce programme fait partie justement d'une série d'activités que le département a initiées. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette activité pour permettre aux Maliens de redécouvrir un peu leur patrimoine. C'est pas seulement pour faire joli, mais un monument derrière lequel se cache une histoire. Une histoire qui nous est tous propre d'ailleurs. Ensuite, on a fait le mémorial Modibo Keïta. Le président Modibo Keïta, un grand homme à saluer d'ailleurs, qui était promoteur de l'unité de la coopération africaine. Cette sortie, Bamako City Tour a visité plusieurs sites, notamment le musée national, la place de la Liberté, le musée des armées et le mémorial Modibo Keïta. On a visité quelques monuments, on a visité le musée des femmes. Franchement, les gens d'ailleurs ou les gens du Mali, j'invite tout le monde à venir visiter. Ça nous permet de connaître notre pays, nos histoires, beaucoup de choses sur notre pays. J'étais surpris à mon arrivée de voir qu'il y a tous ces sites touristiques à Bamako. On passe, mais on ne connaît pas trop l'histoire. Sinon, on a l'habitude même de prendre des photos devant. Mais cette fois-ci, on va un peu plus dans les détails, parce qu'on a des guides qui nous indiquent, sinon qui nous relatent l'histoire de ces sites-là. Et Bamako est plein de sites touristiques.
Pour permettre de relancer le secteur touristique et marque le retour de l'espoir des professionnels. L'initiative a été lancée le 30 juillet dernier par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le programme s'étendra jusqu'au 27 septembre prochain, date de la célébration annuelle de la Journée mondiale du tourisme. Inauguration à Kaya de l'hôtel 3 Sœurs, coût de réalisation de ces joyaux, 650 millions de francs CFA. La cérémonie était placée sous la présidence du directeur de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme en présence de plusieurs invités. Kabadjara. Je déclare ouvert l'hôtel des 3 Sœurs et lui souhaite plein succès. Oui, l'hôtel des 3 Sœurs de Caille a été inauguré ce mardi dans la Cité des Rails. Cet établissement flambant neuf, composé de 30 lits confortables à 2 suites juniors et 28 chambres singles, toutes climatisées, équipées de téléviseurs à écran LED et connexion Wi-Fi, d'une salle de restauration, relais du resto des 3 Sœurs, situé à 100 mètres, a coûté 650 millions de francs CFA, réalisé en partie sur fonds propres, mais aussi avec l'accompagnement d'Amifa et Nyesikiso qui sont des établissements financiers. Au moment de sa réalisation, l'établissement a créé 15 emplois directs permanents et 50 emplois indirects. Son exploitation nécessitera l'emploi à plein temps de 15 agents et en emploi indirect les services de 25 agents de sécurité, de nettoyage, d'entretien du réseau d'électricité ou de plomberie, etc. Je vous le promets, le confort des installations et la qualité du service feront que vous serez toujours pressés de revenir. La réalisation de ces joyaux architecturaux et de ces bels ouvrages touristiques qui s'inscrivent parfaitement dans les objectifs du ministère chargé du tourisme contribuera sans nul doute à enrichir la gamme des structures d'hébergement existantes dans la région des Cailles. Elle permettra de rendre la ville de Caille plus attractive, capable d'accueillir de nouvelles activités et de drainer une nouvelle clientèle locale, nationale et étrangère en offrant des services d'hébergement plus satisfaisants. En effet, cet hôtel donnera un nouvel élan au secteur du tourisme et renforcera l'activité économique locale au bénéfice de l'ensemble des populations de la région. Notons qu'un ascenseur de 8 places est prévu pour faciliter la mobilité en ce lieu. Ainsi prend fin ce jour-là. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.